Érigée au cœur du quartier universitaire de Namur, la bibliothèque universitaire Moretus-Plantin abrite dans sa tour des trésors de grande valeur qui y disposent depuis quelque temps d'un écrin de choix. Dans toute bibliothèque importante, il y a une section particulière qui regroupe des pièces jugées particulièrement intéressantes pour être des jalons du savoir, de la culture, de la documentation, et qui sont dites précieuses. Alors, selon les bibliothèques, les critères sont partiellement les mêmes et partiellement différents. Tout le monde est d'accord pour dire que les manuscrits médiévaux doivent aller dans une réserve précieuse, que les incunables, ces livres du temps du berceau de l'imprimerie, 15e siècle, doivent aller à la réserve. Pour le 16e, on commence à avoir des doutes. Chez nous, ils y sont. Le 17e les a rejoints. Et puis après, ce sont soit ceux qui, par leur contenu intellectuel, artistique, par leur production, leur mode de production particulièrement soigné, par leur illustration ou par leur habillage, leur reliure, justifient d'être considérés comme des pièces quasi irremplaçables, qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs. Un certain nombre d'autres livres qui les rejoignent, ce sont des livres truffés, des livres dédicacés, des livres qui ont appartenu à des personnages célèbres, qui les ont parfois annotés, ce qui serait un crime aujourd'hui, mais quand c'est un personnage célèbre, on s'en glorifie, on est très heureux de le posséder. La réserve précieuse n'est pas un patrimoine qui dort. Au contraire, elle nourrit des recherches, des travaux divers, des publications. Témoin, Maud Kirsch. Terminant des études supérieures de bibliothécaire documentaliste, elle a consacré son travail de fin d'études à repérer dans les collections de la bibliothèque, puis à décrire avec minutie des ouvrages imprimés au XVIIIe siècle par la Société typographique de Bouillon. Un tel sujet nous plonge dans l'édition et la librairie française de cette époque. Quelles sont les grandes catégories de livres proposés alors aux lecteurs ? En France, au XVIIIe siècle, il y a 3 sortes de livres qui atteignent le lecteur. Il y a les livres autorisés, c'est-à-dire les livres qui ont reçu un privilège ou une permission du bureau de la librairie. Ça, tout le monde peut les lire, les trouver, il n'y a pas de problème. Puis il y a une deuxième catégorie, ce sont les contrefaçons. Donc ce sont des livres qui ont été réalisés à partir d'ouvrages autorisés, mais ceux-ci ont été faits complètement illégalement. Ils portent une adresse fictive, pour la plupart. Et la troisième catégorie d'ouvrages, ce sont carrément les livres interdits, c'est-à-dire qu'on n'a même pas tenté de présenter au bureau de la librairie parce qu'on savait bien que de toute façon, ça serait refusé, quoi. Pour échapper à ces contraintes, certains imprimeurs s'établissent hors de France tout en cherchant à introduire dans ce royaume une part importante de leur production. L'un d'eux, Pierre Rousseau, se fixe à Bouillon au premier jour de 1760. Installé peu après sur les bords de la Semois, ce que fera également son beau-frère, Weissenbruck, il publie avec celui-ci plusieurs périodiques, dont le journal encyclopédique, et met sur pied une société typographique de Bouillon à laquelle il confie l'édition et l'impression de pas mal d'ouvrages, dont bon nombre de contrefaçons. Le propre de la contrefaçon, c'est de ne surtout pas montrer qu'on l'a faite clairement. Alors, les ouvrages portent des adresses fictives telles que Londres, Bruxelles, Amsterdam, mais sont quand même de la société typographique. Et alors, bon, moi, pour déterminer ça, j'ai d'abord analysé les ouvrages proprement portant l'adresse de la société typographique à Bouillon, au départ de la société typographique. Et j'ai relevé les caractéristiques typographiques, etc., que j'ai regroupé dans un carnet dans le cadre de mon travail de fin d'études, en les numérotant, ce qui m'a permis ensuite de regarder dans des ouvrages qui ne portaient pas l'adresse explicite de la société typographique, mais qui après tout pourraient appartenir à leur production. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est marqué que c'est une édition qui est parue à Londres. Or, moi, j'en ai déduit par le relevé des éléments ornementaux, mais par d'autres critères également, que c'était un ouvrage de la société typographique.
Depuis plusieurs années, Isabelle Piette rassemble des textes littéraires en traduction française pour une volumineuse anthologie de la littérature européenne qui s'intitule « Patrimoine littéraire européen ». En quoi ces recherches peuvent-elles être considérées d'un haut degré au niveau scientifique ? Je dirais plutôt par la précision dans la consultation et surtout la reproduction des textes consultés. Par exemple, nous attachons à reproduire les graphies d'époque. Donc il faut être très vigilant pour l'orthographe, notamment la ponctuation. Enfin, ce sont tous des détails qui sont importants. Nous attachons aussi à voir les variantes d'une édition à une autre. Donc il est très, très intéressant de voir l'évolution des éditions au cours du temps. Des remaniements, des corrections qui peuvent être apportées. Donc tout cela intervient et signifie toujours quelque chose. En quoi précisément les ouvrages de la réserve précieuse ont, je dirais, bien servi vos recherches ? Ils m'ont aidé dans le sens que ce sont des ouvrages rares, donc difficiles d'accès, et donc j'étais souvent heureuse de les trouver ici à Namur. Ça m'évitait des déplacements parfois importants, et qui avaient une grande qualité littéraire. Donc ils sont particulièrement protégés pour leur rareté, pour leur âge évidemment. Il faut être très prudent. Les reliures sont souvent fragiles. Les pages elles-mêmes sont assez friables parfois. Il faut éviter évidemment d'utiliser de l'encre lorsqu'on veut recopier un texte, parce qu'évidemment, il est exclu de photocopier de pareils ouvrages. Ce serait trop dangereux, on risquerait de les abîmer. Donc cela m'a amené à quelques heures de copie, effectivement, au crayon. Mais ça en valait la peine. De tels documents, de tels ouvrages doivent nécessairement faire l'objet d'une attention particulière. D'où la raison de leur mise en réserve. Et en 1996-1997, nous avons équipé un étage de cette tour pour qu'il soit dévolu à la conservation de ces ouvrages précieux. On dit souvent que le plus grand ennemi du livre, c'est l'homme. Mais la bibliothèque s'attaque à d'autres maux. Une occultation des fenêtres réduit fortement les rayons du soleil et de la lune. Un éclairage de faible intensité protège des rayons ultraviolets. La poussière est limitée au maximum par une récupération de l'air pulsé obtenue par les ouvertures pratiquées au bas des meubles métalliques et par une peinture des voiles de béton. Enfin, s'ajoutant à une isolation thermique des plafonds, la mise en série d'équipements de commande, de surveillance et d'alerte garantit une climatisation optimale et contrôlée, diffusant de façon constante une température de 17 à 19 degrés et une hygrométrie de quelque 52% d'humidité. À l'époque de la construction, je l'ignore, mais ça a été occupé par les cintres, les enfants de l'homme politique namurois. Oui, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, c'est le collège. C'est assez difficile de retrouver les hommes de vue qui ont été les siens, comme il était probablement très difficile pour lui non pas de photographier, mais de manipuler son appareillage. Depuis plus de 20 ans, je m'intéresse tout particulièrement aux aspects de l'histoire régionale ou locale, histoire de l'art notamment. Est-ce que l'ensemble des ouvrages ici peuvent aider? Autrement dit, sont-ils riches en informations locales? Certainement. Il y a la réserve précieuse, je venais de le dire, mais je crois que l'institution tout entière est précieuse. En tout cas, elle m'est précieuse. Je la courtise, je l'entretiens avec assiduité depuis 20 ans. Et j'y trouve souvent, très souvent même, ce que je recherche. Et puis, je suis parfois ébloui, merveilleusement ébloui. Je recherchais des documents iconographiques qui me permettent d'alimenter une petite revue d'histoire locale qui est la revue des Amis de Montaigle, le bulletin des Amis de Montaigle. Et je m'étais donné comme objectif de recenser le plus grand nombre possible d'illustrations représentant ce château, les ruines de cette forteresse féodale.
Et je suis donc tombé sur une indication bibliographique, la province de Namur, monumentale et pittoresque, par Armand d'Andoy. Et je me suis dit, mon Dieu, ben oui, Montaigle est là, Montaigle c'est beau, mais il y a toute cette collection qui mériterait d'être ressuscitée, rendue à la connaissance du public actuel. Et j'ai fait la proposition à quelques amis de tenter l'édition. Ce projet a pris la forme de 2 volumes abondamment illustrés qui rappellent les paysages, les monuments et les sites de la province de Namur, tels que les a photographiés Armand d'Andoy. Je confronte une centaine d'images dans 5 séries quasi complètes, et puis il y a toutes les séries incomplètes. Et je ne peux pas mémoriser chacune des images, donc il me faut absolument que je fasse un relevé. C'est assez lourd. J'ai pu me rendre compte ainsi qu'il existe plusieurs éditions. Ces différentes éditions sont répertoriées avec minutie pour chaque reproduction photographique présentée dans le catalogue de Luc Yernaud. D'autres séries de photographies enrichissent la réserve précieuse et nous ouvrent parfois des horizons lointains. En outre, de nombreux documents iconographiques permettent de retrouver des sites, des monuments, des événements passés et d'approcher pas mal d'aspects de la vie quotidienne d'autrefois. La bibliothèque dispose en effet à ce jour de plus de 64 000 cartes postales, dont plus de la moitié concernent la Belgique. Toutes ces pièces, en cours de traitement, sont progressivement inventoriées. La section iconographique s'enrichit continuellement et comprend aussi des vues cavalières, des cartes et plans anciens des XVIe au XIXe siècle, signés des meilleurs cartographes qui s'ajoutent aux atlas de qualité rangés parmi les volumes in-folio. Également des estampes topographiques des XVIIIe et XIXe siècles. Des gravures de maîtres utilisant des techniques variées, enfin des affiches et des placards. Plus inattendue dans une bibliothèque, la collection numismatique. Le conservateur de la réserve précieuse a fait appel à mes modestes compétences pour étudier et inventorier les collections de médailles et de jetons anciens. On s'est rendu compte au fur et à mesure de l'inventaire que les pièces étaient nombreuses, ce qui constitue, comme je le dis, une collection importante. Il a fallu faire un certain nombre de recherches parce que, on connaît un certain nombre de médailles, mais pas toutes, donc j'ai dû m'informer et effectivement l'inventaire n'est pas encore clôturé à ce jour. Il y a plusieurs centaines, si pas plusieurs milliers de médailles. Je ne me suis pas préoccupé des monnaies, puisque ça, j'ai laissé la place à d'autres spécialistes. Mais au niveau des médailles, ce sont des médailles de la Renaissance à nos jours. La collection est, je crois, exceptionnelle. Certaines pièces de la Renaissance, par exemple, ce sont des médailles peu courantes, et une série, par exemple, de jetons américains qui représentent 150 ou 200 numéros, qui restent assez cohérents. Ce sont des jetons du 19e siècle, mais on n'en connaît pas l'origine, comment sont-ils arrivés ici aux facultés, mais ça mériterait, et c'est d'ailleurs une des volontés du conservateur de la bibliothèque précieuse, de les étudier davantage et d'aboutir peut-être à une publication. Quand on examine une collection pareille, c'est toute la vie de la société qui transparaît. C'est la vie de nos souverains, c'est clair. Mais c'est aussi l'histoire de tous les jours, la vie quotidienne, l'inauguration d'un monument dans un village de nos régions, la communion solennelle d'un enfant,
une médaille pour une femme cifère, par exemple, pour une réussite de prix. Donc c'est vraiment varié et on retrouve vraiment les hommes derrière ces médailles. Et bien que les mentalités évoluent, c'est un art qui est toujours d'actualité. Quand on parle bibliothèque, on songe directement aux livres, mais il faut se reporter peut-être à des périodes plus anciennes où la bibliothèque était en quelque sorte un cabinet d'amateurs où on retrouvait des livres, des cartes, des vues, des plans, des médailles. Tout ça formait un ensemble cohérent et c'était tout à fait normal de retrouver ce type d'objet dans une bibliothèque, pas nécessairement précieuse, mais même dans les bibliothèques privées. Plus familières sans doute, les collections de livres ouvrent de riches perspectives thématiques. Ainsi, le regard porté par les Européens sur la civilisation égyptienne au cours des derniers siècles. Effectivement, le point de départ de l'égyptologie, c'est la connaissance de l'Égypte par les livres, les images. Depuis quelques années, j'ai entrepris de faire l'inventaire des livres consacrés à l'Égypte, où il est question d'Égypte, dans les bibliothèques belges et wallonnes en particulier. J'ai commencé évidemment par la collection de livres anciens du Musée royal de Marimont, puisque c'est là que je travaille. Et puis alors, on m'a superbement accueillie ici à la bibliothèque Moretus-Plantin. L'histoire de l'égyptologie commence avec l'expédition de Bonaparte. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1798, Bonaparte est entré en Égypte avec des militaires. L'originalité de cette expédition militaire, c'est que Bonaparte s'est fait accompagner également de savants, de plus de 160 savants, qui ont donc étudié l'Égypte sous toutes ses coutures, si je puis dire, à la fois sous l'aspect de l'histoire naturelle, la zoologie, la botanique, l'état moderne aussi, mais également les antiquités et l'archéologie. Ces savants ont mis au point, ils ont mis plus de 25 ans à faire paraître une publication colossale dans différents sens du terme, aussi bien par le format des volumes que par le contenu des livres, une publication consacrée à l'Égypte qui s'appelle « La description de l'Égypte ». Sur le terrain, il y a une série de dessinateurs qui ont donc fait des croquis dessinés et leurs dessins ont été reproduits, parfois même en couleur, dans cette volumineuse publication. Il y a un exemplaire qui est tout à fait intéressant parce qu'il présente une reliure qui a été faite, une demi-reliure exactement, qui a été faite chez Tessier, rue de la Harpe à Paris, qui avait des fers avec un décor égyptisant. Et alors l'exemplaire qui se trouve ici, à la bibliothèque Moretus-Plantin, présente précisément des décors de ces fers qui se trouvaient chez Tessier à Paris. D'autres trésors plus modestes éclairent la connaissance de l'Égypte. Ainsi, une lettre autographe d'Auguste Mariette. Alors, Auguste Mariette est un égyptologue français qu'il convient de redécouvrir. Mariette est un égyptologue vraiment fameux pour le dégagement des monuments. Vous savez qu'il avait jusqu'à 35 chantiers ouverts en même temps pour dégager les temples de Haute-Égypte. Je pense au temple de Dendera, temple d'Edfou, qui sont quand même des temples vraiment fameux. Et son courrier est très intéressant parce qu'il nous permet de voir au jour le jour un peu les difficultés qu'il rencontrait et toute la problématique des fouilles en Égypte à ce moment-là. Autre source d'information, un récit de voyage manuscrit du XVe siècle en vieux flamand. Son intérêt n'est pas négligeable,
puisqu'il constitue une des 3 versions connues. Les plus belles pièces de la collection thématique relative à l'Égypte ancienne ont été exposées à la bibliothèque universitaire de Namur. Certaines ont également été présentées dans le cadre d'expositions organisées par d'autres institutions, ce qui constitue une manière différente de mettre en valeur les trésors de la réserve précieuse. D'autres expositions ont offert au regard des amateurs comme des spécialistes, belges et étrangers, des pièces remarquables relevant de disciplines diverses. Affiches d'annonces et catalogues ou livrets d'accompagnement en gardent le souvenir vivant et invitent à prolonger cette voie pour le plaisir d'un plus grand nombre. Ainsi fut révélée la collection des livres de botanique. J'ai commencé par faire de la botanique, bien entendu. Et de la botanique, forcément, je suis passé aux livres. Et comme j'ai enseigné ici à Namur pendant plus de 30 ans, mais forcément, je me suis intéressé à la bibliothèque et j'ai remarqué qu'il y avait des richesses exceptionnelles en histoire naturelle en général, mais je ne connais particulièrement que la botanique. Quand je compare avec d'autres bibliothèques que je connais, même spécialisées en botanique, il y a ici beaucoup d'ouvrages qu'on ne trouve pas ailleurs, au moins en Belgique. Il y a certainement des exemplaires uniques, et certainement aussi des exemplaires exceptionnels. Pendant mon professorat ici aux facultés, j'ai eu d'assez nombreuses reprises des demandes, entre autres par exemple du jardin botanique, qui voulait avoir des documents qu'ils ne possèdent pas et qu'on pouvait leur prêter ou leur montrer tout au moins. Il y a par exemple l'Ortus cliffortianus de Linné, qui est on peut dire un exemplaire unique dans l'état où il se trouve ici à Namur, qui a été publié à très peu d'exemplaires. Linné a travaillé d'ailleurs assez longtemps. Et il se fait, autre circonstance heureuse, qu'un des grands dessinateurs de plantes, un des plus grands de tous les temps, il y en a d'autres bien sûr, il y a un dessinateur belge qui est redouté, dont on a les œuvres ici, qui est connu aussi, mais un des plus grands, c'est Georges Héret, un Français, qui séjournait en Hollande à ce moment-là, et Clifford lui a demandé d'illustrer le catalogue. Alors si vous voulez, ce livre est né de la richesse de Clifford, de la science de Linné et de l'art de Georges Héret. Et le livre n'a pas été publié pour être vendu. Clifford en a fait faire, on dit 25 exemplaires pour distribuer à ses amis. Et un de ces exemplaires a été relié d'une manière exceptionnelle avec toutes les planches, avec un tirage en noir et un tirage en couleur. Et certains pensent que c'est l'exemplaire de Clifford lui-même qui a abouti à la bibliothèque Moretus. À retenir également l'œuvre de Dodoens. Dodoens, pour moi, c'est le plus grand botaniste belge. C'est certainement un des premiers, sinon le premier. Et c'est un des plus grands. Il vivait donc au XVIe siècle. Et il a publié un Kruidboek. Il est aussi médecin et botaniste. Et il a publié un Kruidboek, un livre des plantes, mais qui est au moins autant botanique que médical. Et ce livre a eu beaucoup de succès. Il a été réédité en néerlandais, en français, en latin. Il y en a, si je me souviens, 8 éditions. Et beaucoup de bibliothèques sont fières de dire qu'elles en ont 2 ou 3. Et ici à Namur, il y en a 7. Il en manque juste une. Et encore, il y en a plusieurs en quelques exemplaires. Et entre autres, l'édition Princeps, qui est considérée comme rarissime, il y en a 2 ici à Namur. Comment expliquer une telle richesse? La bibliothèque universitaire, et plus spécialement sa réserve précieuse, recèle nombre de livres offerts à cet établissement. L'origine des plus beaux livres de botanique remonte à un don exceptionnel fait au XIXe siècle par le comte de Limingue. Les ex-libris collés dans les volumes rappellent cette origine. Parmi les livres offerts, des livres sur les mousses ou mucinées, mieux appelés livres de bryologie. Il y a dans la bibliothèque assez bien de livres sur les mousses. Il est vrai que le comte de Limingue s'est apparemment intéressé plus aux mousses qu'aux autres végétaux. Et de fait, on trouve un des premiers ouvrages d'Edwidge, qui est considéré comme le fondateur de la bryologie moderne, un ouvrage in folio avec entre 300 et 400 planches gravées et coloriées à la main, d'après les dessins d'Edwidge lui-même. Et c'est considéré par les bryologues, encore actuellement, comme le plus beau livre qui ait jamais été publié sur les mousses. Il y a en bryologie toujours des livres qui sont
vraisemblablement exceptionnels. Il y en a un, entre autres, de Bischoff, qui s'intitule De Hepaticis, et le spécialiste de la bibliographie botanique, qui est Staffleux, dit dans son catalogue qu'il en a entendu parler, mais qu'il ne l'a jamais vu. Il peut venir le voir ici à Namur. Pour maintenir au mieux l'état de ces pièces et les sauvegarder pour l'avenir, certaines opérations de restauration s'avèrent parfois indispensables. Qu'elles soient confiées à un atelier extérieur spécialisé ou réalisées au sein de la bibliothèque, une restauration n'est envisagée qu'en cas de nécessité absolue. Nous avons une chance ici, c'est que nous avons de fait d'abord un atelier de reliure dont quelques éléments sont sortis avec leurs compétences, avec leur expérience, avec des acquis extérieurs et avec beaucoup de goût et de patience, ils se sont orientés davantage vers la restauration. Alors on leur confie de fait un certain nombre de tâches qui correspondent bien à ce qu'ils aiment pour que les ouvrages soient dans de bonnes conditions, soient bien conservés dans notre réserve précieuse, puissent être exposés, puissent être consultés. Toute restauration doit satisfaire autant que possible à 3 conditions. Les techniques mises en œuvre et les matériaux utilisés doivent être compatibles avec ceux de la pièce à restaurer. Il faut permettre une nouvelle intervention plus adéquate si telle technique ou tel matériau employé aujourd'hui s'avère néfaste avec le temps. Enfin, toute restauration doit être clairement identifiable. Pas question de pastiche ou de maquillage. Un rapport illustré précise le déroulement des restaurations importantes et leurs caractéristiques essentielles. Les photographies y évoquent l'état des volumes et certains détails particuliers avant, pendant et après les interventions. Les éléments matériels qui ne peuvent être réutilisés et qui ont dû être retirés des volumes, tout comme ceux qui constituent des sources historiques importantes, autrefois cachées dans la reliure originelle, sont annexés au rapport établi par l'atelier de restauration. Mais je vous dirais que c'est non seulement un passage obligé, parce qu'effectivement, il y a là des ouvrages qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Je pense à la... Donc moi, c'est vrai que chaque fois, ça m'épate un peu de voir qu'il y a des gens qui ont pris autant de plaisir et de soin à conserver. Dans le sens où ce sont des ouvrages rares, donc difficiles d'accès, et donc j'étais souvent heureuse de les trouver ici à Namur. Qui constituent le patrimoine culturel, scientifique et documentaire dont nous avons un certain nombre de pièces particulièrement...